Pascal, premier sujet qu'on jase ensemble ce soir, aujourd'hui, dans vos oreilles, euh, David Jiříček. C'est pas mal le sujet de l'heure actuellement en ce qui nous concerne parce que ça touche un espoir. Non seulement, tu sais, le TSLH, on est beaucoup axé sur les espoirs au niveau du site web, au niveau du podcast et tout. Mais c'est aussi un espoir qui a été polarisant à son année repêchage. Et puis présentement, c'est un joueur qui figure en haut de la liste dans les rumeurs de transactions dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on va faire un petit wrap-up sur, premièrement, qui est David Jiříček. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis son année repêchage, qui est 2022, si je ne me trompe pas. Là, moi, je suis pas bon dans les chiffres, là, mais T'es pas bon dans les il chiffres, me oui, c'est semble que l'année c'est de Slavkovski. c'est ça, c'est l'année de. Ouais, j'ai aucune mémoire numérique, là, honnêtement. Là. Je me souviens même pas, je l'avais combien. Il va falloir que je ressorte ma liste dans les prochaines secondes. Euh, David Jiříček, dans un premier temps, Pascal, qu'est-ce qu'on voyait de ce défenseur-là qui, présentement, dans les rumeurs de transactions, euh, attire beaucoup, beaucoup d'attention de la part des partisans, mais aussi de la part des organisations dans la Ligue nationale? Il est pas facile à saisir comme joueur. C'est un gros défenseur droitier de 6 pieds 4, 204 livres. À son année de repêchage, au TSH Espoir, on était un peu mitigé le concernant, c'est-à-dire qu'on voyait le potentiel au niveau de la mobilité qui est quand même assez intéressante au niveau du patinage en ligne droite. On voyait le physique aussi, l'excellent tir de la ligne bleue, mais on questionnait beaucoup son hockey sense, dans le fond, comment il attaquait en offensive. En fait, il attaquait pas partout. Souvent, il se mettait en fond, sous couverture de l'adversaire à la place de se libérer, alors qu'il était libéré. Il créait pas grand-chose en offensive et on l'a vu jusqu'à Noël où il s'est blessé. Je pense que c'est le premier match contre le Canada ou en tout cas, très très tôt au tournoi, tout comme son frère 2 ans après ou l'année d'après, qu'il se blesse au genou puis il est sorti pour une bonne partie de la fin de la saison, si je me souviens bien. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, on l'a vu, je pense, au championnat du monde là, ou ben au aux Olympiques, là, je me souviens plus, je pense au championnat du monde. Bref. Puis, les gros défauts, c'était ça. Il y avait la blessure, on manquait de données un peu le concernant. Puis, ben, défensivement parlant, il était souvent perdu, souvent entre deux chaises tout le temps, t'es pas capable de choisir. T'sais, il suivait son homme, puis là, puis un autre qui passait, puis il était dérangé un peu par lui, fait que là, il voulait le suivre, ça faisait en sorte qu'il était entre deux, loin du gardien de but, aucunement capable de couvrir sa position comme il faut. Il y avait beaucoup de problèmes de lecture, mais le package, le gabarit, le physique, le tir, nous intéressait quand même pas mal. Fait qu'il y a beaucoup qui le mettaient dans le top 10. Puis nous, on était plus vers le top 20, top 18, 19, 20. Je pense que j'avais 18 ou 19. C'est pas mal la même affaire, toi aussi, je pense. Là. Puis, ben, depuis ce temps-là, l'année d'après, il est venu, j'ai regardé le Hockey DB. Il est né en Amérique du Nord, c'est dès l'année d'après. Puis il a vraiment produit beaucoup. Fait que là, le monde sont bons. Le monde qui l'avait top 10, top 5, voire numéro 1 dans le repêchage, se bombait le torse un petit peu pour se vanter au niveau de ce joueur-là qui produisait en fou. Mais il était pas capable de s'imposer dans le national de hockey. C'est un peu normal. C'est Columbus. C'est pas un marché incroyable de hockey. C'est pas une équipe qui était bondée de vétérans. Fait que là, tu sais, pour lui de s'imposer là-dedans, c'était un peu plus difficile. Fait que surtout passer la saison dans la ligne américaine. L'année d'après, c'est-à-dire l'année passée, jouer un peu plus dans le national de hockey, 10 points en 43 matchs, mais tu voyais, tu sais, t'en as parlé aussi, on a déjà parlé dans le podcast, c'était pas facile pour lui dans le national de hockey, ça allait vite, défensivement, offensivement, s'imposait pas énormément, retourner dans la ligne américaine pour 29 matchs au travers de la saison, lui a laissé où qu'il l'a pris à ce niveau-là, mais là, cette année, ça va pas ben, peu importe la ligue. Puis est-ce qu'il a demandé un échange ou bien c'est plus l'équipe qui veut monnayer un peu avant qu'il perde la valeur? Ben, c'est ça. C'est le gros espoir en ce moment disponible en début de saison. Puis je comprends Columbus. Là. C'est ça. C'était quand même prévisible que ce gars-là, quand il allait arriver dans le hockey professionnel,
allait se démarquer. T'sais, on voyait quand même avec son gabarit, avec son explosion, avec la rondelle, on voyait des choses intéressantes dans le package, dans, dans le profil de David Jiricek. Puis on l'a toujours dit à son année repêchage, on comprend pourquoi des gens accrochent beaucoup plus sur ce qui est positif, sur ce qui est développable également. Moi, personnellement, ce qui me freinait beaucoup, c'était son hockey sense, comme tu l'as mentionné. Puis c'était pas juste en défensive, c'était vraiment au niveau de sa prise de décision globale. Tu sais, je regarde là, ce que j'ai écrit dans le guide 2022 du TSLH Espoir, mais tu sais, c'est comme s'il y avait plusieurs outils dans son coffre, mais il n'était pas capable de l'utiliser comme il faut sur la patinoire. Tu sais, c'est un gars qui explose très bien avec la rondelle, mais quand il arrivait à la ligne bleue, le jeu avortait parce qu'il ne savait pas quoi faire avec la rondelle. Donc, il a lancé dans le fond de territoire, puis le jeu avortait. Ça créait des revirements. Défensivement, il ciblait rarement des joueurs, les bons joueurs à surveiller dans sa zone. Il se garochait sur quelqu'un, il se garochait sur le porteur, ou il essayait de couvrir une ligne de passe qu'au final, il était trop tard à aller couvrir. Très hypnotisé par la rondelle. C'était toutes des affaires que je me disais, pour le hockey professionnel, ça va être difficile dans sa transition. Puis c'est exactement pourquoi toutes ces carences-là, présentement, expliquent pourquoi David Jiricek n'est pas capable de s'imposer dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu sais, je terminais mon analyse dans le guide en mentionnant qu'il pouvait devenir un top 2 s'il se développe vraiment bien, mais je le vois plus comme un milieu de paire avec du temps sur l'avantage numérique. Fait que, présentement, comment les Blue Jackets veulent le développer, c'est qu'on veut un David Jiricek complet, un défenseur qui est capable d'être complet, qui est capable de punir l'adversaire avec son physique et qui est capable de fournir de l'offensive. Mais présentement, tout ce qu'on a vu, c'est être capable de fournir de l'offensive, puis pas toujours de façon constante. Dans sa zone, il fait mal à son équipe. Il fait pas mal à l'adversaire, il fait mal à son équipe. Ouais. Fait que présentement, c'est toutes des choses qu'on observe, puis on se surprend. Puis là, on en vient à la prochaine question. C'est que là, David Jiricek est disponible sur le marché des transactions. Et là, on se dit, hey, un défenseur droitier repêché 6e à son année repêchage, il faut sauter là-dessus. Il ne faut pas manquer ça. Alors que moi, je me retrouve plus dans le siège du gars qui est aucunement surpris que ce gars-là ne s'impose pas dans la Ligue nationale. Et je suis très réticent à payer très cher pour David Jiricek sur le marché. Donc, la prochaine question, Pascal, selon toi, est-ce que David Jiricek a une si grande valeur que ça sur le marché des échanges présentement? Ben, vu qu'il n'a pas demandé un échange, selon ce qu'on voit, contrairement à un gars comme Cotter Gauthier, je pense qu'il y a encore une bonne valeur. Mais moi, ce que je trouve déplorable de Columbus, tout comme avec Cole Sillinger, c'est que qu'est-ce qu'il a fait dans la Ligue nationale de hockey? Pourquoi il l'a envoyé dans la Ligue nationale de hockey alors qu'il aurait dû au moins 2 années rester dans la Ligue américaine? Je trouve ça vraiment déplorable. Ça n'aurait pas dû être le cas. Quand on voyait dans la Ligue nationale de hockey au début de 2023-2024, ça allait pas bien. On voyait que ça allait pas bien. Quand ils l'ont ramené dans l'équipe, t'es comme, ben, envoyez-le en bas, puis laisse-le là, puis c'est tout, là. C'est un défenseur droitier qui arrive de l'Europe, qui a passé son année de repêchage quasiment au complet, blessé au genou. C'est une grosse blessure, là. c'est pas ta hâte, là. Fait que laisse-le en bas, il a besoin de stabilité. Il est mêlé sur la glace, il n'y a pas un gros hockey sense. Je peux pas croire que Columbus, les recruteurs, puis l'organisation sont pas au courant qu'il n'y a pas un hockey sense très développé, là. Ils le savent, là. C'est le profil qu'il aimait, puis tout ce qu'il pouvait travailler avec lui qu'il aimait. Fait que c'est comme... Donne-y la stabilité. T'sais, en tant qu'équipe, si tu as confiance en ton développement, si tu as confiance en ton équipe dans la ligne américaine, ton coach puis ton système, tu vas le chercher, tu le laisses là, pour au moins cette année, pour au moins jusqu'à la date limite, mettons, là, whatever. Donc, en termes de valeur, je pense qu'il est encore très élevé.
à cause du potentiel du profil. Est-ce qu'il y a des équipes qui paieraient le gros prix? Je suis sûr que non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui paieraient le gros prix pour ça? Pas mal sûr que oui. Puis je suis pas mal sûr que celles qui veulent ce genre de joueur-là, c'est celles de 15 à 32. Et non pas de 15 à premier, parce qu'ils n'ont pas le temps de développer ce joueur-là et payer le gros prix. Fait que tu sais, dans les rumeurs, il y a des fois, je sais que j'ai vu Nashville, j'ai vu d'autres équipes qui sont pas en top de classement, puis c'est tout à fait normal à mes yeux. Je pense que Toronto est là, parce que Toronto veut pas, tu sais. C'est pas qu'ils ont plus le temps, mais leur noyau est assez jeune. Donc, je pourrais comprendre qu'ils aillent chercher, surtout avec tous leurs problèmes en défensive, mais je suis sûr qu'ils bosseraient avant à Toronto. C'est vraiment pas la meilleure place pour lui. Là. Toronto, là, Jirichek, c'est tout le contraire de ce que Toronto a besoin. Ben oui, je sais, mais c'est sûr qu'ils vont être là. Ils vont sûrement vouloir donner Robertson, ben avec un choix de X, là, ils vont dire non, puis ils vont passer au prochain, au niveau de Club Montréal va arriver. Ils vont demander Méchard. C'est sûr que le monde va dire Méchard, mais c'est pas ça, c'est pas ça le prix. Là. Même Nashville, tu sais, je m'explique mal. Parce que je sais, Nashville a été dans les premières formations à être pointé par les informateurs. Je pense que c'est Pierre Lebrun qui en a parlé d'ailleurs. Les Prédateurs, oui, sont dans le bas du classement, mais on est en mode gagner. On veut gagner présentement à Nashville. Moi, David Jirichek, là, il ne joue pas sur un top 4 demain matin dans une formation de la Ligue nationale de hockey. Peut-être dans une équipe de fond de classement que tu as de la place, mais il n'y aura pas. David Jirichek n'aura pas un impact dans la Ligue nationale cette année comme top 4, à mon avis. Je peux me tromper, mais moi, de ce que je vois présentement de lui, c'est sa valeur sur le marché des transactions relève encore du qu'est-ce que cet espoir-là peut m'offrir dans quelques années et non qu'est-ce qu'il peut m'offrir présentement. Puis des fois, on regarde les rumeurs de transactions, puis telle équipe cherche un défenseur top 4, ils vont être all-in sur David Jirichek. Et David Jirichek n'est pas un top 4 présentement. Aucunement. Puis c'est ça que je me dis, tu sais, sa valeur est... Tu l'as mentionné, une chance qu'il n'a pas demandé une transaction. Par contre, on se rappelle l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, mais David Jirichek, il a chialé qu'il ne jouait pas dans la Ligue nationale. Ben, selon les infos qui sont sorties. Là, en fait, c'est carrément lui qui a dit devant les médias, dans le fond, là, j'y vais de mémoire parce que récemment, on m'a souligné ça sur Twitter, puis je me souvenais pas de ça, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais écrit là-dessus l'année passée. Fait que je suis allé relire mon texte. Jirichek, il avait fait des erreurs dans un match, je crois, puis a été benché. Puis après la partie, il est allé dire devant les journalistes qu'il avait eu un bon match, puis qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis de côté comme ça. Imagine ce gars-là sous Martin Saint-Louis qui commence le hard coaching. N'importe quoi, en tout cas. Ouais, puis les 3 matchs suivants, Jirichek a été benché sur la galerie de presse. Fait qu'il n'a pas joué. Puis c'était Pascal Vincent, l'entraîneur, à ce moment-là. Fait que, pensez-vous vraiment que Montréal va vouloir aller chercher David Jirichek? Non, ça sert à rien. C'est sûr que Kent Hughes a demandé l'avis à Pascal Vincent. Ben oui. Je suis capable de croire les rumeurs que Montréal s'est informé. C'est la job à Kent Hughes. Ouais, c'est ça. C'est la job à Kent Hughes. Puis de toute façon, niaiseux de pas s'informer. Dans une rumeur, t'as tout à gagner à mettre MTL dans tes équipes potentielles. Parce que ça en fait boum au Québec. Ouais, puis Elliott Freeman va mettre MON, là, mais ça, c'est un autre débat, Pascal. C'est qui est tannant. Vancouver va mettre MVCR, genre, c'est comme... Ça saigner les yeux. Oh, oui. Mais parlons-en de Montréal, Pascal, par rapport à David Jirichek. Moi, je vois pas Montréal aller chercher Jirichek. Je le dis, là, pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Puis, par rapport aux raisons qu'on a mentionnées précédemment, je le sens, là, les gens qui nous écoutent, depuis tantôt, on parle de Jirichek et de ses carences sur la patinoire et de l'attitude qu'il a eu un peu par rapport à son auto-évaluation et au fait qu'il a été mis de côté.
c'est le prototype de joueur qu'on a peut-être déjà dans l'organisation. Puis là, je parle pas au niveau attitude. On fera un parallèle avec l'attitude plus tard, mais Logan Mailloux, je suis sûr à 100% qu'il y a des auditeurs qui nous ont écoutés dans les dernières minutes, qui nous entendaient parler de David Jiricek et de son jeu sur la patinoire et se sont dit, dans le fond, vous êtes en train de parler d'un Logan Mailloux. J'aime bien mes Mailloux. C'est là la question, tu sais. David Jiricek ou David Renbacker ou Logan Mailloux. Quel on préfère dans une organisation? Les deux que le Canadien a déjà. Personnellement, là, je sais pas qu'il est mauvais. Tu peux pas avoir Mailloux, Barron puis Jiricek dans ton organisation. Ça sert absolument à rien. Barron, je sais qu'il est irrelevant, là. On s'en fout de lui, là. Parce que l'année prochaine, il sera probablement plus là ou il va être 7 ou 8e dans la hiérarchie, là. Mais tu sais, ça sert à rien. T'as Mailloux déjà, tu le connais, tu l'as développé, il va super bien dans la ligne américaine de hockey. Il chiale pas. Zéro, jamais, fuck all, là. Jamais il a chialé sur tout, là. Puis, il fait un job. Il fait vraiment un job. Tu sais, moi, j'aimerais bien mieux avoir lui, puis Rainbacker à droite, puis un vrai défenseur numéro 1 ou un entre les deux, qui est plus défensif, mettons, ou... ouais, en tout cas, bref. Qui fait un job sur une 4, parce que Mailloux, j'ai encore des doutes, ou... Pas nécessairement des doutes, mais c'est ça. Je vais le croire quand je vais le voir. Mais je pense que Jiricek a encore plus de gros doutes. Je suis pas prêt à payer le prix. T'sais, si c'est Méchard puis un deuxième, ok, mais ça sera jamais ça. Ça sera pas ça. T'sais, je pense qu'une des équipes, une des équipes là, qui est pas dans le bas de classement, une des seules que je vois qui pourrait payer un peu le prix puis se permettre de le mettre un peu dans la ligne américaine, ça serait Minnesota, mettons. Cette équipe-là a des besoins à droite, a beaucoup de défenseurs dans sa relève, mais pas de Top Gun nécessairement, sauf Boyum puis il y a de Jack Peart, mais c'est pas nécessairement un Top Gun. Mais en ce moment, à droite, ils n'ont pas grand-chose pour le futur, puis je pense que Jiricek aiderait à ça. Ça viendrait stabiliser un peu, puis ils ont le temps, puis ils ont les effectifs pour payer le prix. Mais tu sais, c'est comme Montréal, payer ce prix-là. Pas sûr que c'est intéressant, tu sais. Tu sais, tu parlais de Logan Mailloux qui chiale pas, mais c'est un peu là que je voulais aller avec le parallèle de l'attitude. Tu sais, t'as un Logan Mailloux que dans son développement, on voit un gain en maturité, on voit un gars qui veut progresser. Puis à l'inverse, t'as un David Jiricek qui critique l'organisation, qui ne se voit pas être un joueur de la Ligue américaine. Alors que Logan Mailloux, il a été rappelé l'année passée, il a été rétrogradé en début de saison. Il a-tu chialé? Non. Il a répondu dans la Ligue américaine. Ce que David Jiricek n'a pas nécessairement fait non plus. Puis c'est drôle, hein, parce que on s'est fait tracher sur David Jiricek à son année repêchage. Tu sais, moi, je l'avais 23e. Puis je comprends, il y a des joueurs que j'ai mis avant Jiricek qui font pas mieux, puis qui ont une moins bonne transition dans le hockey professionnel. Ça, je l'avoue à 100%. Sauf que présentement, quand j'ai fait un post sur Twitter avec mon extrait du guide 2022 et que je parlais des carences de David Jiricek, c'est exactement le comparatif qui est sorti sans même le vouloir. Est-ce que c'est une description de Logan Mailloux? Donc là, présentement, là, après un an à s'être fait tracher sur David Jiricek, on compare ce gars-là qui a été choisi 6e à un défenseur qui a été choisi 31e. Et on se faisait chialer après parce qu'on l'avait classé 23. Ça, c'est en rétroaction, là. Je dis pas que j'ai raison, là. Puis je dis pas qu'on a raison de l'avoir classé bas. Mais c'est une belle façon de relativiser que ça sert absolument à rien de s'emballer avant même que le repêchage se tienne, puis après un an. Puis on dit ça là, puis ça se peut qu'Jiricek devienne un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue dans 5 ans. Fait que c'est ça. Tout est relatif. Chez les jeunes joueurs, là, tout peut changer en une fin de semaine. C'est fou, là, ta projection au mois de novembre.
elle peut être complètement différente de celle-là en février. Tu sais, le Slavkovski, là, l'année passée, qui au début de saison, c'était pas facile. Puis après Noël, il était mis sur le premier trio, puis il a commencé à être bon. Mais t'es comme, ton évaluation à l'automne puis au printemps était complètement différente. Ah, phew, en fin de compte, il est correct. Là, cette année, au début de la saison, il produit, mais il joue excessivement mal. Là, le dernier match, ça a bien été. C'est comme, c'est quelle la meilleure version? C'est laquelle la version de lui qu'il faut que tu prennes pour la projection? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un ensemble de facteurs qui t'aident à voir dans le futur. Puis pour Jerichek, l'ensemble de facteurs, la seule affaire qui est positive chez lui, présentement, c'est la production offensive qui a bien fonctionné à sa première année complète dans la Ligue américaine. Mais après ça, c'est pas facile. Puis c'est là que rusher un joueur dans la Ligue nationale de hockey qui n'a pas un gros hockey sense vient tout scraper. Parce qu'il peut pas solidifier son développement sur quelque chose de plus solide. Tu sais, si ton jeu, c'est juste ton tir qui crée de l'offensive, ben, en haut, ton tir, il est un parmi tant d'autres la plupart du temps, sauf si t'es Zdeno Chara ou ben chez Weber. Fait que tu peux pas baser ton offensive là-dessus. Puis c'est ça que Logan Mailloux amène en ce moment, là, c'est qu'il développe, oui, le physique, mais la rapidité, le fait de bouger à puck, de bien voir l'offensive, les lignes de passe, travaille sur sa défensive. Il recheck ça, il est stable. Il est pas stable, mais il stagne là-dessus. Ben, en fait, là, puis on viendra après au petit comparatif de David Runbacker parce que je me suis fait poser la question sur Twitter également. Mais pour conclure avec Logan Mailloux, j'ai l'impression que dans le cas de Logan Mailloux, tu as un gars qui veut se développer en défenseur plus d'impact, en défenseur capable d'offrir plus que simplement de l'offensive. Et de l'autre côté, tu as un David Jerichek, un défenseur qui veut pas nécessairement apprendre à être complet, qui veut juste se focusser sur où est-ce qu'il est bon, sur ce en quoi il est capable de faire présentement, puis démontre une certaine indifférence à s'améliorer dans d'autres aspects du hockey. Fait que est-ce que, tant qu'à avoir deux profils similaires en Mailloux et en Jerichek, est-ce que tu veux celui qui veut s'améliorer ou celui qui se voit déjà dans la Ligue nationale alors que son jeu témoigne complètement de l'inverse? Je pense que la réponse, elle se dit tout seul dans la question. Ah oui, tu prends celui-là sur lequel tu as le plus investi depuis son année de repêchage, puis c'est Mailloux. Même si l'année passée, on se disait que Mailloux, ce serait une bonne monnaie d'échange pour peu importe quoi, ben moi, je verrais pas le Canadien changer Logan Mailloux pour aller chercher d'autres choses, pour ensuite aller chercher Jerichek ou bien le contraire. C'est un pas de côté. Selon moi, c'est un pas en arrière, diagonale en arrière. Je fais juste confiance à Mailloux pour avoir une place à la troisième paire à Montréal à court moyen terme, on verra plus tard. Là. Mais Jerichek, il est pas rendu où Mailloux est rendu. Même dans la ligne américaine. Ça sert à rien d'aller le chercher. À mes yeux. Et puis, au niveau de la courbe de progression, je trouve que Montréal a mieux géré Logan Mailloux que Columbus a géré David Jerichek. Fait que continuons dans ce sens-là avec Logan Mailloux. Puis, par rapport à David Reinbacker, ben, la question a été posée parce que Reinbacker, c'était un joueur qui n'était pas classé très haut chez certains observateurs. Je sais que Saint-Lô l'avait haut. De mémoire, je me souviens pas des autres gars, mais toi puis moi, Pascal, on l'avait quand même bas. Là. Moi, je l'avais 19e. On l'avait tout entre 15 puis 20, ou bien 15 puis 25. Moi, je l'avais 18, il me semble. Exact. Fait que je me suis fait poser la question, est-ce que tu prendrais Jerichek ou Reinbacker présentement? Et mon choix demeure quand même Reinbacker. Je pense que Jerichek a plus de potentiel offensif à long terme, mais pour le simple fait que David Reinbacker est efficace et peut avoir un impact dans plusieurs aspects d'un match et qui est moins à risque de te faire mal sur la patinoire en tant qu'équipe, je prends David Reinbacker encore aujourd'hui, même si l'échantillon présentement est beaucoup plus minime en raison des blessures et en raison du fait qu'en Suisse, il jouait dans une équipe plutôt moribonde. Je continue à croire au potentiel de David Reinbacker plus qu'au potentiel de Jerichek pour une place ou une deuxième paire.
J'ai regardé un peu le classement de tout le monde. Je sais pas si c'est juste moi qui bug ou c'est toi, mais bon, bref. On l'avait tout. Enfin, il y avait 17, 18, 19, puis Servant, c'était 21, puis Saint-Lô l'avait 8. Fait que, tu sais, c'était assez. C'était pas partagé par tout, là. Saint-Lô l'avait haut, nous, on l'avait tout autour de 20. Alright, donc cette question-là se répond quand même assez facilement. Là. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour pour le sujet David Jiříček. Et c'est un sujet qui va continuer de faire parler jusqu'à sa transaction. Parce que clairement, ça risque d'en venir à ça. Là. L'organisation semble pas vraiment enclin à lui donner un poste à temps plein. Et avec raison, ce gars-là devrait continuer de progresser dans la Ligue américaine. Mais lui, il ne se voit pas dans ce rôle-là. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. On l'a renvoyé dans la Ligue américaine présentement. On espère, je crois, me semble, de mémoire. En début de semaine, j'ai manqué un peu d'actualité, mais je pense qu'il est retourné à Cleveland. On veut possiblement qu'il joue parce que là, ça faisait plusieurs matchs. Ça, je suis pas mal convaincu. Ça faisait plusieurs matchs qu'on le gardait sa galerie de presse sans jouer. C'est pas comme ça que tu améliores la valeur d'un joueur. Un peu comme Nemeth, Devils. Là. Exact. C'est pour ça qu'on a décidé de l'envoyer en bas. Ouais, 2022, en ce moment, c'est pas, à part Logan Cooley, là, c'est pas un repêchage qui produit du monde qui produit. Tu sais, oui, Slavkovski, ça va quand même bien, là. Mais tu sais, Nemeth, Jiříček, Gauthier commence tranquillement, pas vite. Mais tu sais, Shane Wright, offensivement, la production n'est pas nécessairement là. Tu sais, oui, il est pas out of place complètement, là. Mais la transition se fait pas super facilement offensivement. Donc, on commence à voir que ce repêchage-là, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas un bon début de saison pour la cohorte, sauf M. Cooley qui, tout comme on pensait, produit beaucoup. Puis tant mieux si ça va bien pour lui sous Toury. Yes. Chapeau à notre ami Seb qui était le seul à avoir Logan Cooley numéro 1 cette année-là. Oui, j'avais 2, il me semble. Hein. Ouais, ben on l'avait tous. On l'aimait tous, là. Logan Cooley. Tu le détestais, tu l'avais pas premier. c'est ça. Ouais, c'est le deuxième. C'est vrai. Cette année de repêchage-là, 2022, c'était numéro 1 ou taillis tout le monde. Ouais. C'était drôle comme année. Exact.